1. Sturgis avait toujours su que c'était son destin de mourir au milieu d'étrangers. Son enfance, dont il gardait de si tristes souvenirs, avait été assombrie par des peurs que la maturité n'avait en rien atténuées. Maintenant, dans sa vieillesse, il lui fallait anticiper aussi élégamment que possible, afin de ménager ces étrangers dont il croisait le visage aimable chaque matin au supermarché ou dans l'autobus, et que déjà il était désireux de ne pas choquer. Il vivait seul dans un appartement qui avait jadis représenté le sommet de ce à quoi il pouvait prétendre, mais qui aujourd'hui le déprimait au-delà de toute expression. D'où le besoin de sortir dans la rue, parmi ces étrangers, qui étaient d'une certaine façon ses familiers, mais jamais, au grand jamais, ses intimes. Avec eux, il échangeait d'aimables banalités, mais avait appris à ses dépens à ne pas franchir certaines limites. Le temps était un sujet sans risque. Il écoutait soigneusement les prévisions météorologiques afin de se préparer le cas échéant à des civilités variées, tout en étant conscient de l'angoisse que révélait cette préparation et du fait que son zèle jouait contre lui, suscitant de l'irritation, voire de la suspicion. Mais le code des bonnes manières en vigueur dans sa jeunesse était devenu désuet. La politesse était mal comprise de nos jours. Quant à l'indifférence, il n'avait jamais appris à s'en accommoder. Il y réagissait toujours par un surcroît de galanterie, de courtoisie, qui conjurait l'offense. Et c'était sur ces gens-là qu'il comptait pour l'accompagner lorsqu'il passerait de vie à trépas. L'exaspération le sauverait peut-être, à ceci près qu'elle aussi devait être discrètement dissimulée, autorisée seulement en privé. D'où la difficulté de critiquer ceux à qui reviendrait la tâche de disposer de lui. Il avait lu quelque part que Stendhal, son auteur favori à une époque, s'était écroulé dans la rue et avait été transporté chez un cousin où il était mort. C'était ainsi qu'il fallait partir, le parent étant mis à contribution bon gré mal gré. Et l'important, ce n'était pas que le parent soit tenu en grande estime ou autre, mais qu'il habite à 2 minutes du lieu de l'accident. À cet égard, la chance avait joué en faveur du grand écrivain, qui ne s'était assurément jamais considéré comme malade et qui avait, de fait, survécu à la retraite de Russie. Il était donc essentiel non seulement d'avoir un parent, mais un qui habite à proximité. En guise de parent, Sturgis n'avait qu'une cousine par alliance et non un homme fiable, et elle habitait le nord de Londres alors que lui vivait à South Kensington. Ils n'auraient pas pu être plus éloignés l'un de l'autre. Il avait même envisagé de déménager, surtout les jours où les sourires s'effaçaient des visages après ces civilités trop appuyées. Le nord de Londres, où se faisait sentir l'influence juive, serait assurément plus convivial. Sa cousine avait à plusieurs reprises souligné la considération que lui témoignaient ses voisins, l'obligeance de ses relations et le respect dont elle semblait entourée. Loin de susciter sa reconnaissance, ses attentions l'avaient plutôt rendue hautaine, comme si c'était elle qui accordait une faveur aux autres. Quelle confiance en elle, se disait-il admiratif. Les visites qu'il lui rendait avaient pour lui valeur de distraction. Sa présence, lors de ces occasions cérémonieuses, semblait acceptable à sa cousine, bien qu'il se doutât qu'elle ne l'aimait guère, le trouvant trop timoré, trop porté à la flatterie. À sa décharge, il se disait qu'elle se sentait peut-être seule, que son prestige local était peut-être une fiction derrière laquelle elle s'abritait,
et qu'elle voyait en lui un béni oui-oui, commode, à qui il incombait de souscrire à ce mythe. L'exaspération était présente aussi lors de ses visites, mais il veillait à la contrôler jusqu'à ce qu'il soit sur le chemin du retour. Les visages indifférents des autres passagers du bus le consolaient, car ils étaient familiers en un sens. Son sort se trouvait inéluctablement au milieu d'eux, bien qu'il tremblât à cette perspective, ayant perdu depuis longtemps l'habitude de faire confiance, qui de toute façon avait été fugitive. Enlevez juste ce qui suit, pas de recoupement avec avant. Officiel, la confiance signifiait aussi la foi, mais elle, il ne l'avait jamais eue. Tout au long des années dociles de l'enfance, il avait constaté à part lui que Dieu était injuste, ou même pire, indifférent. À l'annonce « Je suis ce que je suis » s'associait l'addendum implicite « Débrouillez-vous avec ». Lorsqu'il se vantait à Job de son omnipotence, de sa supériorité, face à la vie paisible et sans péché de celui-ci, il n'offrait aucune... je reprends. Lorsqu'il se vantait à Job de son omnipotence, de sa supériorité face à la vie paisible et sans péché de celui-ci, il n'offrait de justification d'aucune sorte, se bornant à un simple bilan. Job avait accepté, peut-être parce qu'il est préférable d'être dedans que dehors, et s'était accommodé de l'idée d'injustice, de disproportion. Et en récompense de sa docilité, sa fortune lui avait été restituée, comme s'il avait accepté que le passé soit oublié. Lui, Sturgis, n'aurait peut-être été tenté d'en faire autant s'il y avait eu un signe quelconque. L'absence de toute manifestation lui avait apporté un certain réconfort, une certaine angoisse aussi. N'était-il donc pas digne? Ce sentiment-là avait persisté, héritage effectif de ses tentatives, pour donner à son existence une dimension spirituelle. Ainsi était-il vraiment en état de déréliction. Ce dimanche, comme tous les dimanches, était beaucoup trop long. C'était la perspective de l'interminable déclin de l'après-midi qui l'avait poussé à téléphoner à Héléna, sa parente, veuve d'un cousin, avec lequel il avait entretenu des rapports affectueux. Il avait eu de la peine pour elle, sachant à quel point il est difficile de vivre seul, et pensant que les femmes ressentent la solitude avec plus d'intensité que les hommes. Il lui aurait témoigné son affection habituelle et habituellement repoussée, si elle ne lui avait clairement signifié que son rôle devait être subalterne, celui d'un bénéficiaire plutôt qu'un égal. Aussi se résignait-il d'ordinaire à évaluer froidement la folie de sa cousine, et la sienne propre, et à l'écouter lui parler de ses nombreux amis, au nombre desquels figurait celui qu'elle appelait « mon professeur de service », et dont la fonction dans sa vie était floue. Il y avait aussi ses partenaires du club de bridge, les filles, et les voisins qui l'invitaient à dîner. Ils sont tellement aux petits soins pour moi que je n'aime pas leur faire faux bon. Il n'avait pas besoin de répondre à tout cela, et n'en avait guère la possibilité. Sans doute éprouvait-elle quelque réconfort à cette énumération. Quant à lui, cela le rassérénait en un sens de passer un moment dans le confortable appartement de sa cousine, de se faire servir une tasse de thé plutôt que de s'en faire une lui-même, et même de remarquer que ce rituel ne variait jamais. Pourtant, il voyait bien, à ses mains agitées, qu'elle était aussi mal à l'aise que lui lors de ses dimanches, et à n'en pas douter les autres jours aussi, et que ses visites remplissaient une fonction. C'était, il le supposait, la raison pour laquelle elles se poursuivaient et qu'il les considérait l'un et l'autre comme inévitables. Du moins respectait-il d'anciens arrangements contractuels. Et puis, il percevait l'innocence cachée derrière pareil égocentrisme, celle-là même qui colorait fatalement son propre tempérament, sa soif de réciprocité.
Il le percevait dans la façon dont Héléna se vantait de son propre charme, encore plus dans son refus absolu d'accorder la moindre importance à sa vie à lui, à ses habitudes. Sa cousine ne le voyait que tel qu'il était dans son appartement à elle. Elle ne connaissait rien d'autre de lui. En dehors de ses apparitions, il était censé se volatiliser. Il savait que toute tentative pour aborder des sujets d'intérêt général serait écartée. Même sa santé à lui était un sujet tabou, car celle d'Héléna avait naturellement la préséance. Il sentait bien que ses paroles de bienvenue, si sincères qu'elles fussent, masquaient le désir de le voir partir vite. Il savait aussi que lorsqu'il serait sur le pas de la porte, prêt à s'en aller, l'écharpe enroulée autour du cou, elle lui adresserait son large sourire, lui serrerait fermement la main et l'embrasserait en lui disant de donner de ses nouvelles sans faute. Pourtant, une fois la porte refermée, il entendait les clés tourner dans la serrure et sentait qu'elle lui savait gré de son départ. Mais chacun était le seul parent de l'autre, et dans leur conscience à chacun subsistait le souvenir d'une fête de famille ou d'une célébration quelconque, passée depuis longtemps. Maintenant ils se voyaient sur le mode de la tolérance. Il n'y aurait ni fils ni fille autour de leur lit de mort, sujet soigneusement évité et vaillamment dissimulé. Et puis, ils avaient le même âge à quelques mois près, et ils ne renonceraient pas à se voir, même s'ils avaient de plus en plus nettement conscience qu'entre eux la tendresse manquait, même l'amitié. Cette relation était d'ordre organique, un attachement entre des rescapés qui avaient un ou deux souvenirs en commun. En pareille situation, l'affectif ou même un sentiment quelconque était secondaire. Si l'un des deux avait un jour l'imprudence d'exprimer du chagrin ou de la nostalgie, ce serait un manquement important aux convenances qu'ils observaient. Aussi, le mensonge poli subsistait-il plus de son côté à lui que de celui d'Héléna, car il l'importunait rarement avec une seule de ses pensées, sachant que ses préoccupations à elle, empliraient tout le temps dont il disposait, et que chacun jugerait la visite réussie si aucune protestation n'était émise. Il y avait un mélange de regret et de soulagement dans leurs adieux. Ils savaient l'un et l'autre qu'ils ne verraient peut-être personne avant le lendemain, au terme d'une nuit solitaire, à laquelle l'angoisse avait facilement accès. Il existait entre eux un pacte d'égard mutuel, même si la correction n'était plus guère une qualité appréciée aujourd'hui. Il imaginait le sourire s'effaçant des lèvres de Héléna dès qu'il quittait son immeuble bourgeois, cependant même qu'il s'effaçait des siennes. Dans la rue, il faisait un effort conscient toujours pour se redresser, afin de paraître confiant et résolu au cas où on le regarderait. Mais c'était le soir, l'hiver, il faisait noir, et il n'y avait personne alentour. Économe, il repoussait l'idée de prendre un taxi. Jamais il n'avait beaucoup aimé conduire. De plus, l'autobus était plus convivial, plus démocratique. Il aimait partager certaines expériences, mais pas toutes. Et puis, les paysages urbains l'avaient toujours ravi. Il avait passé toutes ses vacances dans des villes, se contentant d'aperçus de la vie domestique des autres. Un enfant sur une planche à roulettes, un vieux couple bras dessus bras dessous, une mère et sa fille en grande conversation lui fournissaient matière à réflexion, bien que celle-ci fût parfois peu agréable. Il trouvait ces scènes plus pittoresques pourtant lorsqu'il les observait en Italie ou en France. Mais même en Angleterre, il y avait d'innombrables fenêtres éclairées, qu'il se gardait d'examiner,
bien qu'il ne pût s'empêcher parfois d'y jeter un bref coup d'œil. Ses habitudes étaient irréductiblement solitaires, ce qui ne pouvait pas plus se cacher à lui-même qu'aux autres. Seule Héléna paraissait ne pas le trouver hors du commun. Une voiture qui passait dans la rue déserte sembla exhaler une mélancolie qu'il prit soin de ne pas analyser. Ses sentiments, il en était bien conscient, n'étaient pas ceux que devait éprouver un adulte, un homme âgé en fait. Les hommes âgés pensaient encore à l'amour, voire à la passion, mais lui, il avait aimé trop imprudemment dans sa jeunesse, et l'expérience l'avait laissé découragé. Aujourd'hui, il ne regardait plus les femmes de la même façon. Il offrait son appréciation non à celles qui étaient encore attirantes, mais à celles qui avaient perdu leur beauté, leur assurance et leur fierté. Son sourire était invariablement accueilli par un air de mépris. Il avait appris que les femmes laides prennent mal la compassion. Avec Héléna au moins, il n'y avait aucun risque de contresens. Ils étaient résignés l'un à l'autre, et même s'ils déploraient leur association à de nombreux égards, ils réussissaient à maintenir une cordialité qui aurait pu tromper un étranger et lui donner l'impression qu'elle venait du cœur, alors que chacun savait en son fort intérieur qu'elle n'avait rien d'authentique. Et de fait, en attendant son autobus, comme tous ces dimanches où il venait, il sentit ses bonnes intentions fondre, remplacées par une résignation amère. Il se hâta d'attribuer ceci à la mélancolie de ce dimanche soir-là, la rue obscure, les arbres immobiles et sans vie, la douceur d'un temps qui n'était pas de saison, et il s'efforçait, comme à l'accoutumée, d'anticiper avec conscience le lendemain, où il reprendrait ses activités, le sourire à nouveau bien en place. Ce qu'il admirait chez Héléna et aurait souhaité imiter, c'était sa vigoureuse assertion de sa propre valeur ou de celle qu'elle s'attribuait. Ses réflexions à lui allaient en sens inverse. Il avait conscience que malgré le passage du temps, ses défauts étaient tous intacts, comme si l'esprit primitif persistait au cours de ce qui survenait par la suite, et s'épanouissait pleinement dans ce qui devait être la portion la plus tardive de sa vie. « Nous ne passons ici-bas qu'une fois, » répétait-elle, avec un beau sourire, en relatant une petite action bienveillante de sa part, et il se faisait un devoir de répondre par un sourire d'égale connivence. « Ma maison est Et il se faisait un devoir de répondre par un sourire d'égale connivence. « Ma maison est ouverte à tous, » disait-elle toujours lorsqu'il la complimentait sur son hospitalité. Et « J'aime faire bonne impression, » répondait-elle lorsqu'il lui disait qu'elle avait bonne mine. Elle présentait plutôt bien dans l'ensemble, si l'on ignorait les chevilles qui s'épaississaient et les cheveux qui se clairsemaient. Pendant l'après-midi, sa paupière gauche se mettait à frémir, signe de lassitude ou de fatigue, mais la chevelure était dorée, et l'écharpe habilement nouée autour de son cou de belle qualité. Il admirait aussi l'impeccable décorum qu'elle observait, et dont il était lui-même un inconditionnel. Il y avait non seulement de minuscules sandwichs, mais aussi des serviettes délicates pour se tamponner les coins de la bouche, et il le devinait, abondance de serviettes épaisses dans la salle de bain, où il n'était jamais allé. Et par le ton, elle donnait tant de poids et de substance à sa conversation souvent banale, qu'il était presque tenté de prendre pour argent comptant l'image qu'elle se donnait d'elle-même, à mi-chemin entre piliers de la communauté et grande dame. C'était, à n'en pas douter, la façon dont l'apercevaient ses voisins. Leurs entrevues régulières étaient un simulacre, ou plutôt une comédie, mais dépourvue d'ironie, donc honorable. La réalité était très différente. Tu m'entends toujours ? Oui, j'entends. Voilà. La réalité était solitude, conscience d'être laissée pour compte et abandonnée. Pour elle, il s'agissait d'une popularité très revendiquée qu'elle avait décidé de rendre crédible,
mais qu'il soupçonnait être largement fictives. Helena avait cependant fini par faire naître dans son entourage le sentiment teinté de culpabilité qu'elle méritait des égards, une invitation à dîner, un coup de téléphone le soir, à tout le moins des questions sur sa santé. Pour lui, la réalité, c'était l'absence. Des collègues avec lesquels il avait été en bons termes pendant de longues années, des amis qui avaient déménagé en prenant leur retraite et qu'il ne voyait plus. La réalité, c'était d'abord son petit appartement, qui n'avait jamais mérité le nom de chez soi. Un endroit parfait pour y rentrer après une journée de travail, mais qui, maintenant qu'il l'occupait à longueur de temps, le déprimait en permanence. Agréablement situé, il donnait sur une vaste rue résidentielle et majestueuse, bordée de belles maisons. Bien que l'adresse fût enviable, il n'avait jamais pu se débarrasser de l'impression d'être en exil, lui qui était né dans un foyer modeste de Camberwell. Un foyer qui pourtant n'était pas heureux, loin de là. Ses parents y étaient murés dans un antagonisme mutuel, et ils ne pouvaient trouver de répit à leur mésentente que dans le sommeil ou dans des rêveries sur la vie qu'il mènerait lorsqu'il aurait l'âge de prendre sa liberté, ou même l'âge de partir de chez lui, car curieusement, cette maison était restée chez lui. Aujourd'hui, aucun de ses rêves ne s'était réalisé. Il était seul, et il avait les moyens, tout en se désolant secrètement de son incapacité, Et il avait les moyens, tout en se désolant secrètement de son incapacité à prendre ses moyens pour acquis. Je reprends. Il était seul, et il avait les moyens, tout en se désolant secrètement de son incapacité à prendre ses moyens pour acquis, et il éprouvait chaque jour un malaise tant qu'il n'était pas sorti dans la rue en quête de quelqu'un à qui sourire. Il devait admettre que l'appartement faisait partie de ses ambitions de jeunesse, de son innocent-snobisme. Crescent Mansions. L'adresse avait une certaine allure, évoquant un personnage de Gale Worthy ou de Conan Doyle. Mais là encore, la réalité était différente. La réalité, c'était d'abord sa petite chambre silencieuse à l'arrière, où nulle femme n'était venue depuis si longtemps qu'il ne se rappelait plus la dernière fois. La chambre était le noyau de son mécontentement, la pièce qui, à ses yeux, trahissait le plus sa condition. Il y régnait un calme que toute personne rationnelle envierait, mais elle lui donnait une impression d'impuissance. S'il appelait au secours, mais jamais il ne ferait une chose pareille, personne ne l'entendrait. S'il tombait malade, il n'y aurait personne à portée de main, malgré l'existence de voisins qu'il saluait et à qui naturellement il souriait. Mais pour la plupart, ses voisins étaient jeunes et ils partaient travailler chaque jour. Quand ils rentraient, ils avaient d'autres activités, d'autres amis avec lesquels partager leurs pensées. Leur sommeil était assurément paisible, alors que le sien était suspendu au bord du cauchemar. Et le dimanche, le silence était particulièrement oppressant. Ce dimanche-ci ne faisait pas exception. Une pluie fine s'était mise à tomber, et pendant un moment, il se tint à la fenêtre, regardant le trottoir. Le moment venu, il se ferait des œufs brouillés. Puis viendrait une heure bienheureuse avec un livre, Gatsby le Magnifique, qu'il relisait avec plaisir pour la 2e ou 3e fois, puis son lit. Et, tant bien que mal, il se ressaisirait et rassemblerait ses ressources pour la semaine à venir. 2. Sans doute existait-il d'autres hommes tels que lui, qui menaient discrètement des existences sans histoire, jusqu'à un âge où plus rien n'était possible. Sans doute n'y avait-il que peu de choix à faire à cet âge, où la chasteté, si elle n'était plus un fardeau, restait source de regrets. « Tu es trop gentil !» lui avait lancé à la figure avec fureur son second grand amour,
qui avait trouvé assommante son assiduité fidèle. Il en avait éprouvé une stupéfaction qui avait persisté longtemps après la fin de leur liaison. Il pensait que sa bonhomie ne pouvait froisser personne, mais il semblait qu'être gentil fût un état honteux et ennuyeux, et que les femmes fussent plus disposées à succomber à un traitement humiliant, à une attraction brute ou au minimum à une provocation quelconque. Or son but avait toujours été de nature domestique, malgré, ou plus probablement à cause, du manque de tendresse familiale auquel il ne s'était jamais habitué. Amour et travail. À cette recette de la satisfaction selon Freud, il souscrivait pleinement. Il aurait fait un mari aussi fidèle qu'il était un employé fidèle. Aujourd'hui encore, il trouvait difficile de résister à la séduction des arrangements des autres. Les fenêtres illuminées qui le tentaient semblaient inviter non seulement la spéculation toujours présente, mais le désir de participer. Par son sourire permanent, il s'efforçait de masquer la détresse qu'il éprouvait à se voir privé de tant de choses. « Si tu es si gentil, c'est parce que tu refoules beaucoup de colère, » lui avait dit la même femme, ce à quoi il n'avait rien répondu, mais pour la première fois de sa vie peut-être, il avait éprouvé cette colère dont il était accusé. Il ne pouvait rien dire, ni rien faire, sa gentillesse était aussi indélébile qu'une marque de naissance, pourtant elle n'était pas concertée, et il était plutôt chagriné par cette qualité qui l'avait si peu servi. Après cela, il avait renoncé à l'idée du mariage, le seul état qu'il pût envisager, apparemment disqualifié par cette caractéristique invalidante qui lui était invisible, alors qu'elle crevait les yeux des autres, ceux des femmes en particulier. Il avait rempli sa vie avec son travail à la banque, où personne ne semblait le trouver anormal, et où sa fiabilité discrète était au contraire un avantage. Ses collègues, dont beaucoup étaient très sympathiques, avaient rempli ses journées, rendant son retour chez lui chaque soir moins pénible qu'il ne devait le devenir lors de ses loisirs non désirés. Il ne regrettait même pas son ambition de jeunesse, étudier la peinture, bien que la proximité de la Camberwell Art School fût une tentation dangereuse. Il avait été dissuadé d'y céder par son père, qui l'avait fait entrer à la banque locale. Il avait vu cela comme un prolongement de sa scolarité sans gloire, sans se douter qu'il avait le choix. Il avait fini par être promu dans une agence plus importante, à Victoria Street, où il avait passé le reste de sa carrière, et s'était installé dans une sorte d'acceptation qui laissait intacte son insatisfaction intime. Il avait gravi modestement les échelons jusqu'à une situation qui lui assurait un revenu confortable, avait fait des placements judicieux et, longtemps après la mort de ses parents, s'était acheté son appartement et préparé à vivre ce qu'il considérait comme une vraie vie. À l'occasion, en achetant des tasses et des soucoupes, une table de nuit ou un fauteuil confortable, il trouvait bizarre de n'avoir personne avec qui partager ses activités, mais attendait le jour où il ne serait plus seul. Il avait eu des aventures, car son air d'oiseau de proie promettait à chaque fois une issue favorable, et il tombait amoureux régulièrement, sans jamais y investir tout son cœur cependant, car il espérait une relation plus extrême, plus apte à provoquer des métamorphoses que des soirées au théâtre, des dîners au restaurant et des visites à son appartement, guère améliorées par une compagnie occasionnelle, jusqu'au jour, ou plus exactement au soir, où on lui avait asséné son défaut, assassinat psychologique qui semblait lui promettre une vie de solitude. La femme qui avait rendu ce verdict était devenue de plus en plus furieuse, bien qu'il fût l'accusé, et avait finalement claqué la porte, comme si c'était elle l'offensée. Lentement, il avait remis la pièce en ordre, puis, une fois sa tâche accomplie, s'était résigné au jour suivant. Mais il avait changé d'avis, était sorti dans les rues désertes et avait marché, heureux qu'il fasse nuit, sentant sa stupéfaction se transformer en honte, soulagé de n'avoir aucun témoin.
Après ce reproche spectaculaire et semblait-il distinctif, il eut le sentiment de n'avoir que deux options. La première était de cultiver la vie de l'esprit. Il avait toujours été grand lecteur et trouvé du réconfort dans les livres. Il s'inscrivit à la London Library, visita musées et galeries, suivit des conférences à la Royal Geographical Society, où il retrouvait d'autres habitués à qui il adressait d'aimables sourires, veillant bien à ne pas avoir l'air de vouloir entrer en relation. Cette activité elle-même était circonscrite. Son défaut, il en avait pris conscience, n'était pas seulement d'être trop gentil, mais de se tromper de désir. Il apportait avec lui un empressement qui faisait reculer les autres. Aussi orientait-il son attention vers des idées et des opinions qui, si elles étaient partagées, pouvaient néanmoins être appréciées individuellement, ce qui le laissait malgré tout insatisfait. L'art, se disait-il, l'avait trahi. Pour les tableaux célèbres, il n'éprouvait que du respect. Si les espaces des musées l'attiraient, lui semblaient même accueillants, il s'y retrouvait seul au bout du compte. Les sujets religieux en particulier lui donnaient un sentiment de désolation, tandis que les sujets mythologiques engendraient chez lui de l'insatisfaction. Seul le regard sagace d'un portrait provoquait chez lui une certaine résonance. Seule la vue d'autres visiteurs méditatifs, murés dans un silence analogue, le réconfortait. Il était choqué lorsqu'un couple de touristes plantés devant un tableau le commentait à voix haute avec admiration, comme si un vœu de silence devait être universellement respecté. Ces visites revêtaient l'aspect d'un devoir, d'une obligation, même s'il avait conscience qu'il restait au bout du compte un peu de reconnaissance, des références aussi. Il persévéra et finit par apprécier l'exercice par lui-même, ce qui, au lieu de contribuer à atténuer son sentiment d'échec, l'accentua peut-être même. Mais, comme la fidélité, cette habitude finit par être une seconde nature, et il savait qu'il la conserverait jusqu'à la fin. Il envisagea un moment de voyager, mais repoussa finalement cette option. Les vacances, c'était très bien, mais il fallait rentrer chez soi, et il n'avait pas les moyens d'aller s'établir à l'étranger. Son appartement laissait à désirer à bien des égards, la cuisine était trop petite, mais il se faisait rarement à manger, préférant acheter des plats chez le traiteur italien à côté de son bureau. Il y avait cette malheureuse chambre à coucher, qui jadis avait retenti de cris accusateurs et qui maintenant était mortellement silencieuse, mais il savait que son insatisfaction était beaucoup moins liée à son appartement qu'à son immense besoin de sympathie, de réconfort, qui remontait à ses premiers souvenirs de la mésentente familiale, à un manque de chaleur qui n'avait rien de physique, encore que cela aussi. Je reprends. À ses premiers souvenirs de la mésentente familiale, à un manque de chaleur qui n'avait rien de physique, encore que cela aussi ait existé. Et il avait dû penser à sa retraite, au moment où il aurait besoin de repères. Dans ce long exil qui allait survenir finalement, il avait été amené à l'apprendre plus tôt que prévu. L'arrivée d'un nouveau collègue dynamique d'environ 20 ans son cadet, avec des conceptions nouvelles sur les techniques de travail, avait largement contribué à le dissuader de se cramponner à son poste. Fidèle à lui-même, il était parti dignement et avait gardé toute rancœur pour ses réflexions intimes. Tout compte fait, il était bien logé, bien installé, et jouissait d'une aisance coupable qu'il prenait grand soin de ne pas laisser paraître. Et il avait sa fierté qui lui interdisait de protester. Parmi ses collègues, plus d'un regretta son départ. Il y eut un tourbillon de déjeuners et d'apéritifs qui peu à peu se raréfièrent, puis cessèrent complètement. Il évita soigneusement de demander comment son successeur se débrouillait, et donna par cela même l'impression qu'il était satisfait de la situation. Avec le temps, il trouva plus facile de garder ses opinions pour lui, et ce faisant, monta dans sa propre estime. Une certaine sévérité
perçait dans ses jugements. Il se laissait aller à l'exaspération, comme d'autres pouvaient avouer une légère addiction, et il s'autorisait à porter un regard plus critique que jadis sur ses relations et amis, prenant parfois un plaisir intense à relever des défauts ou des contradictions qu'il acceptait auparavant sans sourciller. Il lui restait un dernier recours, le contact avec les étrangers, dans lequel il excellait. C'est à eux qu'il serait obligé de confier son destin. En vérité, il ne lui restait d'autre choix. Heureusement, les étrangers ne manquaient pas. En fait, chacun était un étranger. Il gravitait vers les plus humbles d'entre eux, la petite Australienne enjouée qui lui coupait les cheveux, la femme du pressing qui lui parlait de son petit-fils, les vendeuses asiatiques du supermarché. Il constatait sans surprise qu'il s'agissait uniquement de femmes, car les femmes étaient le chaînon manquant dans sa vie. Et il constatait sans plus de surprise qu'il n'éprouvait aucune gêne à frayer avec d'humbles employés, EES, même si aujourd'hui tout le monde paraissait prospère, à frayer avec d'humbles employés. Je reprends. Sans plus de surprise qu'il n'éprouvait aucune gêne à frayer avec d'humbles employés, EES, même si aujourd'hui tout le monde paraissait prospère. Il venait lui-même d'un milieu simple. Son père avait été employé de banque et avait ainsi posé les fondations de sa propre carrière, plus prestigieuse. Sa mère était restée au foyer insatisfaite, dans la maison lugubre de Camberwell Grove, à se désoler de l'absence des membres de sa famille, qui avaient mieux réussi qu'elle, et dont peu se donnaient la peine de venir la voir. Il s'amusait parfois en constatant que cette maison sinistre occupait une place de choix dans ses propres rêves et réflexions. Il se remémorait sans effort chaque placard, chaque porte. Il se rappelait son lit comme le plus accueillant de tous ceux où il avait dormi. De la même façon, il se rappelait les amis qu'il avait oubliés par ailleurs, ses amis qu'il s'était fait au jour insouciant de l'enfance et dont il ne pouvait plus retrouver la trace. Qui me plaît, quoi. Alors, ça va me revenir. Moi, je lis 18 livres à la fois. Quant aux efforts acharnés qu'il avait menés jusqu'à sa situation actuelle, il ne leur accordait aucune importance. Il avait grimpé, et son ascension le laissait étrangement là. Seule sa mère s'était doutée qu'il n'était pas heureux, mais c'était parce qu'elle ne l'était pas elle-même. Elle souffrait du manque de compagnie, surtout celle de sa propre famille, et regrettait un milieu qu'elle considérait comme supérieur. Il n'y avait pas de réunion de famille, et seules des occasions exceptionnelles, telles qu'un mariage, rassemblaient tout le monde. C'était d'ailleurs à l'un de ceux-ci qu'il avait rencontré sa cousine, la femme qu'épousait son cousin Roland, Helena, une étrangère qui faisait partie de la famille. Comme sa mère, il appréciait de telles occasions. Aucun sentiment plus instinctif n'entrait en ligne de compte. Telle était la donne. Il appréciait de telles occasions. Aucun sentiment plus instinctif n'entrait en ligne de compte. Telle était la donne, depuis de nombreuses années. À l'époque, ignorant des distinctions sociales, il avait été impressionné par les serveuses qui évoluaient prestement dans la salle de réception et avait supposé que la mariée était riche. En fait, comme il devait l'apprendre plus tard, elle était très douée pour se faire assister et devait le rester. Son cousin Roland semblait ravi de son choix, son épousée un peu moins, comme si elle considérait ce mariage comme la moindre des choses pour une femme désirable. Un trait de caractère qui avait laissé sa mère songeuse. Et le retour à Camberwell Grove s'était effectué dans un silence inhabituel. Jamais leur maison n'avait paru morne à ce point. « Tu pourrais leur écrire un mot pour les remercier » avait dit sa mère à son père, qui s'était borné à froncer les sourcils, car la réception et tout cet étalage de prospérité l'avaient agacé. Après cela, il n'y avait plus guère eu de contact, une ou deux invitations que sa mère avait acceptées avec empressement,
bien qu'elles les eussent obligés à traverser Londres et à subir une soirée de commentaires critiques de la part de son père. Peu à peu, les invitations avaient cessé et ils ne s'étaient trouvés réunis qu'après l'enterrement de Roland, auquel son père lui-même avait assisté. C'était ainsi que l'association avait commencé, à cette époque qu'il considérait encore comme celle de sa vraie vie, alors que depuis, tout lui semblait illusoire. Là non plus, les sentiments n'entraient pas en ligne de compte. Ce qu'il y avait, ce qui subsistait, était une vague histoire, ne fût-ce que celle des années révolues, et où tout avait sa place, sa maison, sa mère et lui. Chapitre 3. Tout était cyclique. En lisant cela dans Proust, il ne l'avait pas tout à fait cru. Maintenant, il savait que c'était vrai. Chaque soir, à présent, il s'endormait, en revisitant mentalement son ancienne maison, montant l'escalier ténébreux jusqu'aux chambres, plus ténébreuses encore, où régnait un terrible silence de jour comme de nuit. Parfois, lui revenait un détail familier, le craquement d'une porte d'armoire ou la position du verre d'eau sur sa table de nuit. Ramené à la réalité du présent, il était momentanément surpris d'avoir jadis eu cette maison en aversion, et même en haine, d'avoir souhaité l'oublier, ainsi que la mélancolie qui collait à ses murs. Il avait cru bien faire et même atteindre un objectif enviable en la vendant pour acheter son appartement, comme pour bien marquer qu'il s'émancipait du passé. Aujourd'hui, il découvrait qu'on ne se débarrasse pas si facilement du passé, et il accueillait presque avec bonheur sa réapparition, le présent étant devenu à ses yeux fort médiocre, car le présent comportait ses propres dangers. Chaque fois qu'il écoutait les nouvelles, c'était pour apprendre des erreurs de plus en plus désastreuses. L'autre jour, en passant à sa banque pour y poser une question, il était tombé sur un de ses anciens collègues qui avait de mauvaises nouvelles à lui annoncer. Savait-il que Jenkins avait eu une attaque? Et Babcock? Alzheimer, épouvantable. Sa femme ne savait plus quoi faire, il avait compati, songeant non sans inquiétude à ses propres palpitations, à ses accès de fatigue soudains, à ses trous de mémoire passagers. Il avait fait transmettre ses amitiés à ceux qui étaient susceptibles de se souvenir de lui et étaient partis aussi vite que la décence le permettait. Du coup, le passé revêtait une familiarité bienvenue, devenait quelque chose qui lui appartenait en propre et ne pouvait lui être retiré tant que tout le reste ne s'écroulerait pas. Il fouilla son paysage émotionnel et découvrit à sa grande surprise que toutes les déceptions et humiliations récentes étaient insignifiantes comparées à l'intimité de cette association. Il lui apparut alors que vivre sans témoin était une chose terrible. Il avait le sentiment de n'avoir pas réussi à pallier les inévitables insuffisances du passé et du présent, lui qui n'avait jamais fondé de famille, si bien qu'il se trouvait hanté par un sentiment d'invisibilité, comme s'il était simple spectateur de sa vie, son unique vie, sans que personne puisse l'identifier, ni à plus forte raison s'identifier à lui, dans le vide désolé du présent. Tous ses contemporains éprouvaient-ils la même perplexité? Il aurait aimé discuter avec un interlocuteur bienveillant, quelqu'un qui aurait eu une expérience de même durée et des références analogues. Un vieil ami de lycée aurait été idéal, mais en déménageant, il avait perdu de vue beaucoup de gens. C'était cela le pire, perdre les gens de vue. Et il n'avait ni frère, ni sœur, ni autres parents, ce qui en soi était une anomalie. Son seul cousin Roland, qu'il aimait bien, était mort jeune, laissant la veuve, avec laquelle il gardait scrupuleusement le contact. Il se faisait un point d'honneur de cultiver cette relation, même si Helena lui refusait l'accès à sa propre vie.
et niait la réalité de la sienne, à lui. C'était là l'éternel dilemme. Comment parvenir à connaître les autres? Il espérait finir par la rallier à son point de vue, afin qu'il puisse aborder ses sujets, ses expériences. Mais ceci, il devait le reconnaître, était un besoin qu'il éprouvait lui, pas elle. Elle s'était créé un réseau de familiers qui peuplait son apparente solitude. Tout ce qu'il pouvait faire face à l'égoïsme indomptable de sa cousine, c'était d'observer ses stratégies avec amusement. Si elle était résolue à le tenir à distance, il aurait recours à sa botte secrète, cette pointe d'exaspération qui l'avait aidé au long des années à être presque aussi critique à l'égard des autres que de lui-même. Et ce pèlerinage à travers Londres, dans le silence du dimanche après-midi, avait quelque chose de rituel qui atténuait son sentiment permanent d'obligation, bien qu'il se le fût créé tout seul. C'était une formalité, et il était avant tout un adepte du formalisme. Par ailleurs, il souffrait du manque obstiné d'affection entre eux. S'il estimait normal qu'elle n'en éprouve pas pour lui, il se trouvait inélégant de n'en éprouver aucun pour elle. Il avait beau se montrer assidu, ils restaient des étrangers l'un pour l'autre. Elle le tolérait, alors qu'il essayait de lui faire plaisir. En vain. Son rôle était peut-être de rappeler à sa cousine ce qu'elle était dans sa jeunesse, bien qu'il ne l'eût pas connue alors. Aux obsèques de Roland, elle avait eu un moment de faiblesse ou une défaillance. Il avait tendu la main pour la soutenir. Cela avait été leur seul contact physique. Malgré tout, il continuait à lui rendre visite toutes les 5 ou 6 semaines, ce qu'il faisait pour lui-même autant que pour elle. Il était moins fasciné par sa vie passée que par celle qu'elle s'était organisée depuis son veuvage. Mais il prenait aussi un plaisir furtif à voir l'intérieur qu'elle s'était créé avec ses aménagements luxueux. Son appartement de taille confortable était empli de meubles de taille confortable. Sa cuisine, il le savait, était presque assez grande pour une famille. Il aimait particulièrement la petite télévision sur laquelle elle pouvait regarder les informations du matin en prenant son petit déjeuner confortablement installé à une table. Quant à sa chambre, où il n'avait jamais pénétré et ne pénétrerait jamais, il imaginait un nid douillet aménagé en fonction d'elle seule, un hommage à sa féminité qui semblait s'épanouir même en l'absence d'un homme. Malgré son âge, elle se comportait en femme résolument contemporaine, considérant que les hommes étaient indispensables pour procurer certains avantages et tenant des propos vengeurs si ceux-ci tardaient à être fournis. Il plaignait les hommes dans cette lutte inégale. Les femmes d'aujourd'hui, se disait-il, étaient aussi revendicatives que les suffragettes, mais leur indignation n'avait rien à voir avec un désir d'égalité. Bien au contraire, elles voulaient un traitement de faveur et se montraient hargneuses si elles ne l'obtenaient pas. Elles avaient pris l'avantage et savaient désormais en jouer. En jouer. Assis l'un en face de l'autre sur 2 canapés massifs, avec le plateau du thé sur une table basse, entre eux, ils s'embarquèrent dans leur conversation rituelle. « Alors, Paul ?»« Alors, Héléna, comment allez-vous » Elle lui adressa son habituel sourire de modestie étudiée. « Vous me connaissez, je ne parle jamais de moi. Vos amis, votre club de bridge, ah, c'est tombé à l'eau malheureusement.
Je n'arrive pas toujours à me faire accompagner et je n'aime pas sortir seule. Je regarde toujours derrière moi. Comme vous le savez, je suis très vulnérable. » Ils l'étaient l'un et l'autre, pensa-t-il. À leur âge, des accidents étaient possibles, voire probables. Il l'observa et vit que son apparence d'ordinaire immaculée était légèrement altérée. Son rouge à lèvres mit un peu de travers. « Mais je me suis inscrite à un club de lecture, » annonça-t-elle. « Entre voisins. Nous allons les uns chez les autres, et bien entendu, on m'emmène et on me ramène. Quelle bonne idée, et qu'est-ce que vous êtes en train de lire ? Un roman de Jane Austen, Emma, je crois. Il est posé là-bas, assez amusant. Vous avez du temps pour lire ? J'aimerais en avoir davantage. Mais avec toutes mes activités, naturellement, vous devez être très occupé. Oh, pour être occupé, je le suis. » Il y eut un court silence. « Je réfléchissais, dit-il. J'ai rêvé à notre ancienne maison. Vous n'y êtes jamais venu, si ? Je ne me le rappelle pas. C'était une expédition, n'est-ce pas ? Et après la mort de Roland, j'ai vendu la voiture. Il n'aimait pas que je conduise. Et avant cela, papa veillait toujours à ce que quelqu'un m'accompagne en voiture. Vous vous rappelez qu'avant mon mariage, nous habitions à l'étranger ? La maison en Espagne, vous savez. C'est là que j'ai commencé à jouer au bridge. Tout le monde jouait là-bas. Après cela, nous avons pas mal voyagé. C'était la belle vie.